Tous les dimanches, 1h, 2h, Rothschild François Junior analyse, commente et vous aide à mieux comprendre les enjeux sociaux, politiques, économiques. Enjeux sur RFM 104.9 et sur rfmit.com. Un rendez-vous hebdomadaire pour traiter des grands thèmes de l'actualité quotidienne. 1h, 2h, tous les dimanches. Enjeux avec Rothschild. C'est votre meilleur rendez-vous. Mesdames et messieurs, bonsoir. Merci d'écouter RFM 104.9, rfmit.com à l'heure de la présentation de l'émission Enjeux. Au menu, l'entrée en fonction du 58e président de la République, M. Jovenel Moïse, et le dossier de la production nationale. Nos invités, le professeur Ronnie Desroches de l'initiative de la société civile. Et puis nous allons procéder à la rediffusion d'une interview que nous avait accordée le professeur Gaël Pressoir sur la question de la production agricole nationale. Encore une fois, bonsoir et bienvenue à l'émission Enjeux. Alors nous avons avec nous le professeur Ronnie Desroches de l'ISC et de l'OCID. On va parler de la situation en Haïti après l'entrée en fonction du président de la République Jovenel Moïse. Professeur Ronnie Desroches, bonsoir et bienvenue à l'émission Enjeux. Bonsoir Rothschild et bonsoir à tous les auditeurs et auditrices de RFM. Alors professeur Ronnie Desroches, on s'est beaucoup battu pour en arriver là, les élections. Maintenant, on a un président qui a prêté serment et au niveau du Parlement haïtien, on peut dire que les institutions sont en place. Donc c'est bon signe pour le renforcement démocratique. Oui, définitivement, parce que ça fait un moment que nous sommes dans une situation d'instabilité politique, avec des élections qui n'arrivaient pas à se terminer et tout cela. Et maintenant, c'est fait et nous avons un Parlement qui sera bientôt au complet. Donc, on n'aura pas ces problèmes de quorum, j'espère, qui vont se poser. Et ce qui est intéressant, c'est que quand même, vous avez un président de la République qui a vraisemblablement une majorité parlementaire qu'il peut constituer assez rapidement, ce qui signifie qu'il n'y aura pas de blocage en ce qui concerne la mise en œuvre de la politique du gouvernement, ce qui est peut-être un avantage, car pendant toutes ces dernières années, il y a toujours eu des blocages parce qu'il n'y avait pas de majorité parlementaire. Et je pense que ce sont de bons signes. J'espère qu'on va finaliser le processus électoral, car il faut dire qu'il n'est pas encore terminé entièrement. Il y a les élections indirectes qui doivent se faire. Par exemple, au niveau de nos communes, depuis 1986, on n'a jamais eu d'assemblée municipale capable d'orienter, de guider les conseils municipaux, capable aussi d'exercer un minimum de contrôle sur ce qui se fait. Et ensuite, une fois les assemblées municipales installées, on peut avoir conseils départementaux, interdépartementaux, etc. Et l'appareil sera complet parce qu'il faut dire que nos collectivités territoriales fonctionnent, je dirais, de façon très lacunaire. Tous les organes ne sont pas encore en place. En principe, la Constitution haïtienne prévoit une décentralisation des finances publiques, ce qui signifie que des allocations substantielles, importantes, doivent être données aux collectivités territoriales. Jusqu'à présent, ce n'est pas le cas. Jusqu'à présent, les collectivités territoriales sont dépendantes du ministère de l'Intérieur, du ministère de la Planification. Ils ne peuvent pas véritablement planifier leurs infrastructures, leurs dépenses en matière d'investissement, ce qui est un handicap pour les collectivités territoriales. Mais à partir du moment où on pourra dire, bon voilà, du budget, voici l'enveloppe qui est réservée aux collectivités territoriales, aux communes, aux sections communales, aux départements, à ce moment-là, les différents responsables pourront planifier et dire, bon, s'il y a une route à construire, s'il y a un petit pont à construire, et s'il y a un marché à restaurer, ils pourront le faire, mais à partir de leur propre décision, selon leur autonomie et non en dépendant de la bonne grâce d'un ministre de l'Intérieur ou d'un ministre de la Planification.
Alors, en ce qui concerne le processus électoral, ça a été très laborieux. Vous dites que c'est pas encore bouclé, mais quand même, on a franchi des étapes extrêmement importantes dans le cadre de ce processus électoral. Quelles sont les leçons qu'on peut tirer de tout ce qui s'est passé ces 2 dernières années, professeur Desroches? Bon, en tout cas, moi je crois que ces 2 années ont été très longues, chaotiques même parfois à certains moments. Mais je crois quand même qu'il y a un certain bénéfice à tirer pour la démocratie. Premièrement, je pense que beaucoup plus de citoyens sont conscients, n'est-ce pas, de la complexité du système électoral haïtien. Aujourd'hui, plus ou moins, tous les gens avertis, tous les gens qui ont suivi le processus savent ce qui se passe au niveau du centre de tabulation, les faiblesses qu'il y a à ce niveau, les corrections aussi à apporter. Je crois que immédiatement après la fin de ces élections, il va falloir entrer dans un processus de réforme de notre système électoral. Je pense qu'aujourd'hui, tout le monde comprend qu'il faut quand même arriver à éliminer un certain nombre d'intermédiaires grâce aux moyens électroniques, grâce au vote électronique. Je pense qu'au niveau du centre de tabulation, il va falloir également éviter cette possibilité de manipuler les résultats des élections à partir, n'est-ce pas, de ces différentes possibilités de mettre à l'écart des PV, d'enlever des voix à quelqu'un, etc., etc. Donc il y a un certain nombre de leçons à tirer de tout ça. Et je crois aussi qu'il y a des leçons à tirer pour ce qui concerne la loi sur les partis politiques. Définitivement, on ne peut pas avoir une loi qui permet cette prolifération de partis politiques. Il faudrait qu'on ait une loi qui donne plus de contraintes pour la création d'un parti politique, de telle sorte que nous ayons quelques formations politiques d'une certaine taille, avec, n'est-ce pas, des cadres, avec des programmes, avec un minimum de structure. Ce sont là les leçons à tirer. Bon, maintenant, je crois que nous sommes en pleine période d'alternance politique, n'est-ce pas? Quand je dis alternance politique, c'est-à-dire que pour moi, M. Martelly a pris le pouvoir un petit peu par surprise, en ce sens que personne ne s'attendait à ce qu'il se présente, ou même ne croyait à une possible réussite. Personne n'avait vraiment identifié qui était Martelly sur le plan politique. On le connaissait en tant qu'artiste, chanteur, etc. Mais quelle était vraiment sa couleur politique et quelles allaient être ses orientations, sa sensibilité politique, on l'a découvert. Maintenant, je pense que avec Jovenel Moïse, eh bien, je pense que les gens sont beaucoup plus clairs sur peut-être son orientation politique par rapport à toute la mouvance Lavalas et tout cela. Donc, on va voir ce que donne l'alternance. Et puis, on peut espérer qu'il apportera un certain nombre de changements au niveau des institutions, mais surtout au niveau économique, n'est-ce pas, pour que nous puissions connaître une certaine croissance économique et dans des domaines clés et pour le pays en général. Alors, justement, dans son discours d'investiture, le président de la République, Jovenel Moïse, il a beaucoup insisté sur la question de la réforme des institutions dans le pays. Oui, c'est vrai. Il a parlé de la réforme des institutions dans le pays. Bon, il a beaucoup insisté sur la justice et, n'est-ce pas, qui ne devrait pas être instrumentalisée, etc. Bon, naturellement, beaucoup de gens estiment que c'est peut-être un plaidoyer pro domo, n'est-ce pas, toute cette affaire de la justice. Bon, mais naturellement, et je crois qu'il a été un petit peu vite en besogne et fort. Et quand il disait que sous son administration, on ne va pas pouvoir instrumentaliser, etc., et que la justice sera équitable et tout, parce que ça ne dépend pas de lui, n'est-ce pas, seulement. Ça, bien sûr, le chef de l'exécutif, le chef de l'État a un rôle très important à jouer,
pour permettre à la justice de s'exercer de façon équitable, mais ça va dépendre aussi des magistrats que nous aurons, ça va dépendre aussi de la Basoche en général. Et là, j'entendais encore récemment le bâtonnier de l'Ordre des avocats dire qu'il y a très peu de compétences à ce niveau, donc il va falloir que nous ayons des gens plus compétents. Bref, c'est un grand chantier, un énorme chantier, mais qui ne dépend pas seulement de l'exécutif, et pas, je dirais même pas surtout de l'exécutif. Alors, ce que Jovenel Moïse, le chef d'État, il a dit aussi qu'il ne va pas utiliser les institutions et la justice à des fins d'instrumentalisation politique, à des fins de persécution politique. Bon, ça, je crois qu'il faut lui donner acte de cette déclaration. Je crois que c'est une très bonne chose. Et s'il s'en tient à cela et s'il maintient sa promesse, donc je crois que et le pays a besoin d'une justice équitable, effectivement, et surtout d'une certaine liberté politique. Bon, je crois qu'on n'a pas eu trop à se plaindre au cours de ces toutes dernières années. Il y a eu suffisamment de liberté. On a vu une opposition à Martelly se manifester de façon claire, nette, et avec une certaine puissance, n'est-ce pas? Bon, maintenant, certainement, c'est souhaitable qu'il y ait aussi une opposition parlementaire et une opposition politique. Mais ce qui est important, c'est que cette opposition se fasse dans l'ordre, selon, n'est-ce pas, les prescrits de la loi, et non pas une opposition crasée, brisée, comme on dit, qui fait du désordre, qui jette le trouble, qui, enfin, perturbe la paix publique. Et on a besoin d'une opposition constructive. Alors, professeur Desroches-Cholbandi, vous l'aviez souligné vous-même, la question économique sera essentielle vu l'état de la situation dans laquelle se retrouve aujourd'hui l'économie nationale. Donc, ça sera un chantier extrêmement important pour le président de la République, Jovenel Moïse. Oui, c'est un chantier extrêmement important. Et moi, je dirais que c'est là où je place mes espoirs en tant que citoyen, parce que là, nous avons un entrepreneur qui est à la tête de l'État aujourd'hui. Et quand même, c'est à mon sens une lacune jusqu'à présent. La plupart de nos hommes politiques n'avaient aucun sens de l'économie, ou bien très peu de sens de l'économie, si bien qu'ils passaient le plus clair de leur temps à dépenser l'argent, n'est-ce pas, du contribuable, mais aussi à faire de la politique pour se maintenir au pouvoir, pour combattre leurs adversaires, etc., mais jamais pour faire avancer véritablement le pays vers la croissance. Depuis quelques bonnes années. Maintenant que nous avons un entrepreneur qui sait ce que c'est que l'économie, qui sait ce que c'est que l'investissement, qui sait ce que c'est que un environnement je dirais favorable à la croissance, à l'investissement, eh bien je pense qu'il va prendre les mesures nécessaires pour que ce climat d'investissement existe. Il y a un certain nombre d'indications qu'il a données dans son discours qui me rassurent. Premièrement, je crois que c'est la première fois que j'entends dans la bouche d'un chef d'État parler de la sous-traitance, parler des lois Hope et Help, etc., comme des atouts pour Haïti. Bon, c'est vrai, nous savons que ce sont des emplois qui sont un petit peu précaires, ce sont des emplois qui ne sont pas très bien payés et tout cela, mais cependant, dans l'état actuel de la situation haïtienne, si nous pouvions avoir 150 000 emplois dans la sous-traitance, je crois que ça soulagerait énormément de familles. Parce qu'aujourd'hui, lorsqu'il y a un ouvrier dans le parc industriel à Port-au-Prince, il y en a 5 dehors qui attendent, n'est-ce pas, qu'on fasse appel à eux pour pouvoir travailler. Donc, nous sommes le pays le plus avantagé, n'est-ce pas, par rapport aux États-Unis, grâce à ces lois Hope et Help, qui nous permettent d'exporter vers les États-Unis sans qu'il y ait de barrières tarifaires. C'est un gros avantage. Nous avons une main-d'œuvre en général dévouée, une main-d'œuvre performante. Donc, je crois que si on tire avantage de ces différentes caractéristiques, eh bien, on peut créer un certain nombre d'emplois. Et ensuite, nous pouvons passer à des emplois de plus haute gamme, n'est-ce pas?
Moi, je me rappelle l'époque où j'étais directeur du Collège Bird et j'avais ouvert une section électronique, n'est-ce pas, pour le collège. C'était fin des années 80. Eh bien, c'était parce que la sous-traitance se développait et que d'après une étude de Capital Consult que j'avais lue, eh bien, il y avait des possibilités que l'on passe du textile, n'est-ce pas, de la confection de pantalons, de maillots, etc., à la confection d'appareils électroniques, par exemple, avec des emplois de haut de gamme. Et c'est pour ça que j'avais commencé à préparer les jeunes qui auraient pu travailler dans ces usines, etc. Bon, malheureusement, après 86, ça s'est effondré. Et bon, j'espère qu'on va reprendre un petit peu et une place importante, parce que même un pays comme la Chine, encore aujourd'hui, compte sur la sous-traitance pour employer ces millions de bras et d'ouvriers, n'est-ce pas? Donc vous pensez que c'est positif de la part du président de la République de mettre l'accent, de souligner ces questions relatives à la sous-traitance? Ah, définitivement, définitivement. Bon, nous avons beaucoup de politiciens qui insistent beaucoup sur, enfin peut-être les salaires qui sont bas, des choses comme ça. Mais il faut être réaliste, n'est-ce pas? Nous vivons dans un monde compétitif. Si nous n'arrivons pas à offrir des salaires qui attirent l'investissement, qui attirent ces emplois, le Bangladesh va le prendre, n'est-ce pas? D'autres pays vont les prendre. Bon, et naturellement, il y a un minimum qu'il faut donner en termes de protection de l'ouvrier, en termes, n'est-ce pas, de s'assurer qu'il puisse quand même entretenir sa famille, qu'il puisse renouveler sa force de travail. Et surtout, il y a des dispositions à prendre sur le plan de l'éducation pour que les enfants puissent avoir une éducation de qualité dans une école gratuite, une école d'État ou bien dans une école privée subventionnée par l'État, des soins de santé aussi au bénéfice de la population, pour qu'un certain nombre de coûts, si vous voulez, ne retombent pas sur les parents. Et entre-temps, bon, ils peuvent se débrouiller pour la nourriture, etc., etc. Et puis, je crois que ces milliers d'emplois. Regardez un pays comme la République dominicaine. Vous savez, au Chili, je suis allé en République dominicaine il y a peut-être, je sais pas, une vingtaine d'années et j'ai visité Itabo SA, c'était le plus beau parc industriel de la République dominicaine. J'avais été invité par son directeur, M. Tomen, son propriétaire, M. Tomen, et qui était aussi le président du fonds de crédit éducatif, c'est pour ça qu'il m'avait invité. Eh bien, il m'a fait visiter son parc industriel et il m'a montré un petit film documentaire qu'il avait préparé sur son usine, sur son parc. Eh bien, vous savez comment ce petit film commençait? En telle année, nous avons été en Haïti, nous avons visité le parc industriel de Port-au-Prince et nous nous sommes dit, si les Haïtiens peuvent le faire, pourquoi pas nous les Dominicains? Ils ont pris l'exemple chez nous et au moment où je suis parti pour aller voir Itabo et visiter, etc., eh bien, il y avait des parcs industriels dans presque toutes les provinces de la République dominicaine. Ils ont pris le lead dans la région et aujourd'hui, ils sont à des niveaux très très élevés où ils font des médicaments, où ils font des instruments électroniques, où ils sont dans la nanotechnologie. Vous voyez, ils ont grimpé dans l'échelle. Nous devons avoir la sagesse de commencer quelque part et d'acquérir un certain savoir-faire, un know-how, et puis de monter, de grimper dans l'échelle pour développer notre tissu industriel. Alors, quels sont les autres thèmes qui vous ont frappé dans le cadre du discours prononcé par le président de la République? Il a aussi parlé de la question des barrières sociales et économiques. Il faut démanteler ces barrières. Si je peux m'exprimer ainsi, c'est ce qu'il a dit dans son discours, Jovenel Moïse. Oui, effectivement, j'ai été très impressionné par ce thème de l'unité nationale. Il a parlé d'un seul pays, un seul Haïti pour tout Haïtien, etc. Effectivement, il veut
et renverser ces barrières sociales et économiques entre ceux d'en haut, ceux d'en bas, les blancs, les rouges, les noirs, etc. Et je crois que c'est nécessaire. Bon, il m'a semblé sincère, je peux me tromper, mais en tout cas, j'avais cru percevoir une note de sincérité dans sa voix, dans son ton, dans sa façon de le dire. Bon, je ne vois pas pourquoi il ne le souhaiterait pas quand on pense à ses origines paysannes, et quand même il est en train de traverser toutes les strates, n'est-ce pas, économiques, sociales de ce pays. Vous voyez, donc il a côtoyé beaucoup de gens, et dans son travail au niveau d'Agitrans, il était en contact permanent avec les paysans, il a négocié avec eux, il connaît leur mentalité, etc. Bon, je pense que s'il travaille à cette unification nationale, et unification nationale non pas autour d'un homme, n'est-ce pas, dans le sens de l'unanimisme politique, mais pour dire que nous ne devons pas nous regarder comme des chiens de faïence entre bourgeois et pauvres, etc., etc., mais avoir une vision commune pour qu'il y ait des citoyens qui aient quand même un niveau économique, je dirais, respectable, qui permettent de ne pas mourir de faim, qui permettent quand même d'avoir des soins de santé, qui permettent quand même d'avoir un habitat décent, et tout ça. C'est vers ça que nous... Et on ne peut le réaliser que dans la coopération. Vous avez besoin, nous avons besoin de ceux qui détiennent les capitaux. On ne peut pas les considérer comme des ennemis, comme des adversaires, etc. Mais comme des gens, naturellement, ils doivent avoir un sens de leur responsabilité sociale, n'est-ce pas? Ils doivent avoir le sens, n'est-ce pas, du civisme fiscal, c'est-à-dire payer convenablement leurs taxes, leurs impôts, etc., pour que l'État ait les moyens de donner les chances égales à tout le monde, une bonne éducation, une éducation de qualité à tous les enfants de ce pays. Vous voyez, mais les encourager aussi à investir. Vous savez, à l'époque où je voyageais beaucoup dans la Caraïbe pour l'église méthodiste, n'est-ce pas? Eh bien, ce qui me frappait, c'est que dans un pays comme la Jamaïque, où j'ai été plusieurs fois, eh bien, les gens vous disaient que lorsque Siaga était Premier ministre, ou bien lorsque Manley était Premier ministre, une fois par semaine, il dînait avec, enfin c'était surtout Manley, il dînait avec un certain nombre d'hommes d'affaires, vous voyez, pour discuter avec eux, n'est-ce pas, quelles sont les opportunités, quelles sont, n'est-ce pas, les possibilités que nous avons en matière de développement économique, de telle sorte que les actions du gouvernement, les investissements du gouvernement puissent correspondre avec les investissements des hommes d'affaires. Vous voyez, voilà comment on dirige un pays. Malheureusement, chez nous, ce n'est pas l'attitude en général de nos hommes politiques. Souvent, ils considèrent les investisseurs comme des ennemis, et ou bien des gens à exploiter, des gens, n'est-ce pas, qu'ils doivent en quelque sorte ponctionner pour leurs propres bénéfices. Mais c'est ce genre de coopération pour la croissance, nous ne l'avons pas encore obtenu chez nous. Alors, en ce qui concerne la réforme des institutions, il y a quand même le Conseil électoral permanent à mettre sur pied. Il y a d'autres entités importantes quand même à constituer par ce nouveau pouvoir. Oui, effectivement. Bon, il a parlé de décentralisation, donc j'espère qu'il va faire quelque chose à ce niveau, parce que jusqu'à présent, la décentralisation, elle est bloquée. Nous avons des décrets qui ont été promulgués par le gouvernement La Tortue, Boniface, etc., mais qui ne sont pas vraiment d'application. Il y a de nouveaux projets de loi qui sont en souffrance au Parlement. Donc j'espère que de ce côté-là, il va faire quelque chose. Et puis bon, il y a le CEP permanent, effectivement. Je crois que le moment est venu pour le faire, qu'on sorte en quelque sorte de ce provisoire qui n'en finit pas. Heureusement, je crois que quand même le peuple haïtien
à saluer d'une façon générale le bon travail qui a été fait par l'actuel CEP. J'espère que peut-être certains d'entre eux pourront intégrer un nouveau CEP, un CEP permanent, n'est-ce pas? Et j'espère que ça va se faire le plus rapidement possible. Il y a, n'est-ce pas, le Conseil constitutionnel également, qui est important parce que nous avons eu dans le passé des conflits législatifs exécutifs qui n'ont pas pu être tranchés. Il a fallu trouver des mécanismes de dialogue, de négociation pour trancher ces problèmes. Si le jour où nous aurons un conseil constitutionnel, eh bien cela pourra servir de mécanisme automatique pour résoudre ce genre de problèmes et aussi pour s'assurer de la constitutionnalité des lois qui sont votées par le Parlement. Donc j'espère qu'il va aller rapidement en besogne. Notre Cour de cassation, le CSPJ sont aussi dans un état, je dirais, branlant, pour la bonne raison que plusieurs des membres qui les composent n'ont pas vraiment une légitimité avérée, soit puisque soit leurs mandats sont terminés, soit ils n'ont pas été correctement élus, etc. Donc j'espère qu'on va mettre bon ordre à tout cela. J'espère que des institutions comme la Cour supérieure des comptes et du contentieux administratif pourront jouer leur rôle véritablement. J'espère qu'on donnera également à l'ULCC, à l'UCREF, la latitude et les moyens nécessaires pour mener leur investigation et que la justice, on en a parlé tout à l'heure, aura non seulement une certaine indépendance par rapport au pouvoir exécutif, mais aussi qu'on aura des personnes compétentes parce que aujourd'hui la réalité commerciale, la réalité économique, la réalité numérique, n'est-ce pas, tout ceci constitue des évolutions énormes. Mais malheureusement, nos magistrats n'ont pas eu de recyclage dans tous ces domaines pour être en mesure de trancher les nouveaux problèmes qui peuvent surgir, soit sur le plan national, soit dans nos rapports avec l'international. Le professeur Desroches, le président de la République, il a porté son costume de rassembleur, il souhaitait travailler avec tout le monde pour la réussite du pays, pour le succès de la nation. Est-ce que vous pensez que les secteurs de l'opposition devraient quand même écouter cet appel lancé par le président de la République, accepter de coopérer avec le président dans le respect mutuel? Bon, je pense que ce serait tout bénéfice pour le pays que l'opposition se constitue selon les normes démocratiques. Que l'opposition continue à refuser d'accepter cette victoire de M. Moïse qui quand même est évidente, n'est-ce pas? Je crois que tout le monde a vu que le peuple, en tout cas ceux qui ont été votés, n'est-ce pas, ont fait un choix clair. Et ceci avec une majorité dès le premier tour. Bon, je pense que, et c'est à mon sens un anachronisme de continuer à refuser de l'accepter. Maintenant, il faut passer à autre chose. Il faut passer à consolider cette opposition, d'accord, au lieu qu'elle se délite, comme je constate que c'est le cas actuellement, si on pense ce qui se passe au niveau de Petite Dessalines, n'est-ce pas, au lieu qu'il constitue un bloc, au lieu qu'il s'allie avec les autres groupes de l'opposition, au contraire, ce sont des conflits internes qui les affaiblissent davantage. J'espère que quand même, il y aura un certain sursaut et qu'ils vont... parce que quand même, qu'on prend des groupes comme Vérité, comme Unité et autres, ils ont un certain nombre de parlementaires, n'est-ce pas? Ils peuvent constituer une minorité, non de blocage, mais au moins une minorité qui peut être là comme des vigies, n'est-ce pas, pour exercer une certaine vigilance sur ce qui se fait par l'actuel gouvernement, n'est-ce pas? Parce qu'il n'y a pas de bonne gouvernance sans opposition. Il n'y a pas de bonne gouvernance sans vigilance. Donc la vigilance citoyenne, c'est très bien. La vigilance des médias, c'est très bien. Mais la vigilance parlementaire, elle est essentielle parce que seul le Parlement a le pouvoir de dire non. Seul le Parlement a le pouvoir
de bloquer telle ou telle action qui pourrait être préjudiciable pour le pays, ou bien de donner au budget telle ou telle orientation qui pourrait être plus favorable pour la population haïtienne. On voit comme par exemple des partis comme Famille Lavalas qui disent ne pas reconnaître le président Jovenel Moïse et qui continuent d'appeler une sorte de mobilisation contre le pouvoir en place. Est-ce que vous pensez que c'est dans la situation actuelle, comment vous interprétez de tels discours, Wani Desroches? Bon, écoutez, je veux être modéré dans mes propos, n'est-ce pas, et ne pas aller jusqu'au bout de mes pensées, mais je pense que c'est de l'anachronisme, d'accord? Je crois qu'aujourd'hui, c'est pas la bonne attitude, d'autant plus qu'il est évident que c'est un mouvement qui a commencé à perdre sérieusement depuis quelque temps la faveur de la population haïtienne. D'abord, eux aussi ils se sont divisés, parce que des gens comme Moïse Jean-Charles faisaient partie de cette mouvance, et même on peut dire que des gens comme Jude Célestin, quelque part issus de la mouvance Lavalas, des gens comme Henri Séan sont issus de la mouvance Lavalas, etc. Voilà, ils ont laissé, n'est-ce pas, leur mouvement éclater, ce qui est dommage, parce qu'il aurait pu représenter un pôle important de l'opposition. Donc encore une fois, moi je dis que c'est pas le déni, c'est pas le refus qui va nous faire avancer, mais ils doivent examiner, n'est-ce pas, le programme de M. Moïse, son agenda législatif, les projets de loi que ce gouvernement va présenter, les critiquer, venir avec des contre-propositions, venir avec des propositions en termes de budget, etc. Voilà ce que nous attendons d'une opposition moderne, d'une opposition véritablement démocratique. Je pense que tous ces gens, par leur attitude, montrent qu'ils ne sont pas vraiment prêts pour la démocratie et qu'ils continuent à œuvrer et à fonctionner selon des schémas aujourd'hui dépassés. Professeur Desroches, pour la question du Premier ministre, le président de la République s'apprête à faire son choix, Premier ministre. Selon vous, quelles devraient être les caractéristiques de ce prochain Premier ministre? Bon, je crois que les caractéristiques du Premier ministre, beaucoup de gens ont dit qu'il fallait qu'il soit un rassembleur. Je crois que c'est bon. Et c'est important parce que le président l'a dit, il veut travailler à l'unification de la nation haïtienne. Bon, il faut que ce soit quelqu'un qui ne soit pas conflictuel, quelqu'un qui soit clivant, n'est-ce pas? Donc, je pense que c'est aussi très important. La deuxième chose, M. Moïse a apparemment une grande importance qu'il accorde à l'économie. Bon, je pense qu'il faut que ce soit un Premier ministre qui lui aussi soit sensible aux questions économiques. Parce que ce n'est pas M. Moïse qui va mettre en œuvre cette politique en tant que président. Ce n'est pas lui qui gouverne, si vous voulez. Il est un chef d'État, mais le gouvernement véritablement est aux mains du Premier ministre. Donc il faut que ce soit un Premier ministre qui partage ces mêmes idées, cette vision, n'est-ce pas, d'un pays moderne, innovant. Il a parlé aussi du numérique, qu'il veut quand même introduire ces différents changements au service du développement. Il a parlé de l'éducation aussi, de la réforme de l'école. Et tout ça, il a parlé de réforme de mentalité. Ça veut dire qu'il faut un Premier ministre qui soit sensible aussi à ces réalités. Maintenant, il faut quand même que ce soit un Premier ministre qui ait quand même un minimum d'expérience politique. C'est-à-dire que gérer, n'est-ce pas, le Parlement, gérer l'opposition, gérer la presse, etc., c'est quand même ça demande un certain savoir-faire, hein, un certain savoir-faire politique, une intelligence politique. J'espère qu'il pourra réunir toutes ces qualités dans un homme ou dans une femme. Alors, est-ce que, par exemple, partage du gâteau, ce serait bien ou ce serait pas bien selon vous? Non, cette affaire de partage du gâteau, c'est une catastrophe. C'est-à-dire que partage de responsabilité à la limite. Est-ce qu'il va faire un gouvernement
Je ne pense pas qu'il va faire un gouvernement de consensus dans le sens où on va chercher des gens de l'opposition immédiate, parce que je crois que les tensions sont beaucoup trop grandes aujourd'hui pour que ça puisse véritablement marcher. Mais par contre, il peut choisir des personnalités qui n'étaient pas de son camp, n'est-ce pas, mais qui répondent à un certain profil d'honnêteté, d'expérience, de compétences, à la fois politique et technique, n'est-ce pas, pour dynamiser. Parce que si vous mettez un gouvernement constitué presque exclusivement de néophytes, n'est-ce pas, parce qu'on peut quand même traiter le président de néophyte, parce qu'il a beaucoup œuvré dans le domaine de l'économie, mais c'est sa première expérience politique à la tête de l'État. Donc il faut quand même qu'il soit guidé par des gens qui connaissent l'administration publique, qui connaissent un petit peu la vie politique, les us et coutumes, n'est-ce pas, de nos hommes politiques dans ce pays. Qu'est-ce qu'il peut faire pour réussir, Jovenel Moïse, le nouveau président de la République, selon vous, par vos expériences, professeur Desroches? Écoutez, il a parlé beaucoup d'états généraux sectoriels. Je pense que s'il prend cette idée au sérieux, eh bien, c'est certainement quelque chose d'important. Il y a déjà un certain nombre de choses qui ont été faites. Pour ne pas le nommer, le président Préval avait formé un certain nombre de commissions qui ont travaillé sur la compétitivité, qui ont travaillé sur l'éducation, qui ont travaillé sur la sécurité, qui ont travaillé sur l'informatique, le numérique, etc. Je pense que ce sont des pierres d'attente qui sont là et qui ont d'excellentes idées, d'excellentes recommandations. Il ne faudrait pas qu'ils partent à zéro, il faut qu'ils partent de ce qui a déjà été fait, d'accord? Et maintenant, bon, si effectivement ils commencent par certains secteurs pour un rafraîchissement un petit peu de cette documentation existante et intégrer de nouvelles idées, intégrer de nouvelles réalités pour que dans chaque secteur, secteur de l'énergie, il y ait une politique publique en matière d'énergie, parce que là, il faut le dire, le pays depuis des années est en train de perdre près de 200 millions de dollars par année, n'est-ce pas, pour l'électricité, pour le DH. Donc là, il faut quand même un arrangement, si vous voulez, institutionnel qui permette de réduire ce genre de déficit, mais aussi des pratiques de bonne gouvernance dans ce secteur. S'il prend le secteur de l'éducation, bon, je crois que le programme de président Martelly, le PSUGO, s'est révélé être une catastrophe pour l'éducation en Haïti. Malheureusement, bien que l'idée soit bonne, mais la mise en œuvre a été plutôt néfaste. Bon, je pense qu'il faut reprendre les idées, il faut consulter justement les gens qui ont de l'expérience en éducation pour, n'est-ce pas, réorienter cette école gratuite, obligatoire, universelle, etc., dans le domaine de l'économie en particulier. Bon, je sais qu'il a commencé déjà à discuter avec certaines personnes dans la sous-traitance, etc. Il a commencé à discuter aussi avec certaines personnes dans le domaine de l'agriculture et tout cela, parce que là, c'est son dada, c'est son domaine. Ce regroupement des petites parcelles, c'est la solution, parce qu'aujourd'hui, cette petite parcelle d'un demi-carreau, d'un carreau, etc., ça peut pas donner grand-chose dans un monde compétitif comme le nôtre aujourd'hui. Il faut des regroupements de parcelles pour qu'on puisse avoir une agriculture mécanisée, n'est-ce pas, à haut rendement. Et puis, bon, il faut aussi qu'en même temps, il y ait des opportunités de travail pour les bras qui seront peut-être libérés. N'est-ce pas? Bon, et c'est là où la sous-traitance va aider. Imaginez que dans chaque grand port de ce pays, on ait un parc industriel important. Ça, ce serait extrêmement important. Et puis aussi, il a beaucoup parlé du tourisme. Nous avons là un atout énorme. Il n'y a pas longtemps, à peu près 2 ans,
il y avait pas mal d'opérateurs, n'est-ce pas, touristiques qui étaient venus en Haïti pour visiter des Cameroun, pour visiter, n'est-ce pas, nos possibilités. Le Canada, à travers Transat, nous envoie quand même régulièrement quelques touristes. Si on prend ce secteur au sérieux, avec des gens qui s'y connaissent, eh bien, je pense que on peut attirer beaucoup de touristes parce que aujourd'hui, le Moyen-Orient, qui était une zone qui attirait pas mal de touristes, que ce soit l'Égypte, que ce soit la Tunisie ou autre, aujourd'hui, avec la menace terroriste, et quand même fait un petit peu peur. Si maintenant, avec déjà l'avance que représente la Caraïbe, avec les Bahamas, avec la République dominicaine, avec Cuba, etc., nous pouvions profiter de cette manne touristique, eh bien, ce serait une chose excellente pour le pays, d'autant plus que nous avons des atouts extraordinaires, que ce soit sur le plan de notre histoire, de notre patrimoine bâti, n'est-ce pas, nos monuments historiques, que ce soit au niveau de notre culture, nous avons des atouts extraordinaires, que ce soit au niveau tout simplement de la restauration haïtienne, ou bien de, je dirais, de l'amabilité du peuple haïtien, n'est-ce pas? Eh bien, si on met tout ça en œuvre, je crois on peut dynamiser le tourisme qui peut apporter beaucoup d'emplois et beaucoup de devises à ce pays. Donc, Claire, pour terminer, vous êtes un peu, on peut dire, optimiste concernant Jovenel Moïse à propos des déclarations qu'il a faites lors de son discours d'investiture? Par tempérament, je suis optimiste. Et là, je peux dire que je crois que, étant donné, n'est-ce pas, son background d'entrepreneur, ses réalisations, etc., son sens des affaires, je pense que cela peut apporter quelque chose. Mais il ne pourra pas le réaliser seul. Il faudra que tous les secteurs de la société coopèrent. Il faudra que nous ayons, encore une fois, une opposition constructive, mais non une opposition qui dénigre, qui détruit, etc., mais quand même qui soit là pour être vigilante, parce que il y a et il y aura et autour de M. Moïse beaucoup de corrupteurs, beaucoup de gens qui sont là pour battre monnaie, n'est-ce pas, qui vont l'envahir. Eh bien, il faudra qu'il y ait un autre courant, n'est-ce pas, qui veut le bien de ce pays, qui veut la bonne gouvernance et qu'il sente que il n'est pas l'otage et la proie des prédateurs, mais qu'il y a beaucoup de gens qui espèrent qu'il pourra donner une orientation positive à ce pays. Merci beaucoup, professeur Oli de Roche, d'avoir été l'un des invités à notre émission aujourd'hui. Merci beaucoup. Merci, Rothschild, et à la prochaine. Alors, encore une fois, bienvenue à l'émission Enjeu. Aujourd'hui, on va parler production nationale avec le professeur Gaël Pressoir, qui est le doyen de la faculté des sciences de l'agriculture de l'université Quisqueya, également chercheur. Monsieur Pressoir, bonsoir et bienvenue à l'émission Enjeu. Bonsoir, Rothschild. Alors, la production nationale, c'est un slogan, tout le monde parle, il faut relancer la production nationale. Quel est l'état de la situation maintenant, Gaël Pressoir? Alors, moi, je ne peux pas parler vraiment de la production nationale dans toutes ses composantes parce que je travaille dans le secteur agricole. Donc, il y a un certain nombre de domaines que je ne maîtrise pas forcément très bien, et notamment les aspects de l'industrie et autres secteurs de la vie économique nationale. Mais par contre, sur l'agriculture, moi, j'ai eu la chance de travailler avec de nombreux autres chercheurs, parce que moi-même, je ne suis pas économiste, mais j'ai eu la chance récemment de faire un travail avec un certain nombre de chercheurs du CIRAD et de l'université Quisqueya et d'autres horizons, avec lesquels nous avons réalisé un travail sur le secteur agricole haïtien et surtout les opportunités qu'il offre pour la relance économique, mais surtout la relance du secteur en lui-même. Alors, l'état des lieux en ce qui concerne le secteur de l'agriculture, les domaines, comment est l'état de la situation? Parce que tout le monde dit qu'avant, on savait produire, maintenant on ne produit plus. Quelle est la situation? On ne peut pas dire qu'on ne produit plus en Haïti. L'agriculture haïtienne produit entre 1 et 1,5 milliard de dollars de vente de revenus pour les familles agricoles, mais pas seulement.
Et l'agriculture reste, à part justement les branches restauration, petit commerce et tout ça, donc des branches de services, l'agriculture reste le principal secteur productif de la vie nationale. L'agriculture pèse encore aujourd'hui plus de 20% du produit intérieur brut d'Haïti. Et l'industrie vient bien après. Et donc notre agriculture reste le principal secteur productif de la ville nationale. Maintenant, ce qu'on peut dire aussi, c'est que notre agriculture a changé. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup de gens qui ont la nostalgie du début des années 80, la fin des années 70, où on était un pays exportateur de café, et on a même exporté beaucoup de café parce qu'on a bénéficié d'un contexte favorable au niveau prix dans la fin des années 70, tout début des années 80, avant qu'en 82 ça chute. Et d'ailleurs, c'est peut-être pas entièrement étranger à la chute du régime des Duvalier, parce qu'il a bénéficié d'une conjoncture favorable et qui a donc conduit une croissance économique en Haïti en fin des années 70. Mais ce n'était qu'une conjoncture due à de très fortes hausses des prix très élevés pour le café sur le marché international. Et puis après, notre agriculture, en fait, décline depuis d'ailleurs bien avant la prise de pouvoir par les Duvalier. On a une agriculture qui décline lentement en termes de sa participation dans la vie nationale, mais qui reste le principal secteur productif. Et donc, une des questions qu'on peut se poser, c'est que dans de nombreux pays du monde, la plupart des pays du monde n'ont jamais décollé économiquement sans voir avant décoller leur secteur agricole. Donc, l'une des questions que moi je me pose, c'est comment peut-on permettre à l'agriculture haïtienne de contribuer, parce qu'elle ne le fera pas toute seule, à la relance économique du pays, mais surtout à l'amélioration des conditions des familles en zone rurale, à l'amélioration du tissu économique haïtien, et notamment à travers la création d'un secteur agro-industriel fort. Parce que si on produit plus d'$1 milliard, on importe aussi $1 milliard de produits agricoles ou dérivés. On importe du riz, certes, mais on importe aussi de l'huile. On importe $110 millions d'huile dans ce pays. On importe des morceaux de poulet. On importe pour $70 millions de morceaux poules. Parce qu'on n'importe pas des poules en Haïti, on importe des morceaux poules. Et on a en gros une grande partie du panier de la ménagère en Haïti est composé de produits importés, et notamment de plus en plus de produits agro-transformés, et notamment des bouillons de poule, des chicos qu'on importe de Dominicanie, d'autres snacks, des bonbons guarina, bonbons sel qu'on importe de Dominicanie et d'ailleurs, des spaghettis, et ainsi de suite. Et donc, on a une agriculture, des cornflakes. C'est-à-dire que l'alimentation en Haïti est en train de changer. Et notre industrie, parce qu'elle n'existe pas, n'a pas su répondre à cette demande. Et donc, en gros, il y a une saturation de la production nationale qui est liée justement à l'absence de débouchés pour nos agriculteurs. Notre agriculteur souffre aussi beaucoup de problèmes de compétitivité parce qu'il n'existe pas nécessairement de chaîne de logistique et d'approvisionnement pour les industries. Et souvent, au lieu de se lancer dans l'investissement dans des industries de transformation agricole et autres, nos entrepreneurs, parce qu'en fait, est-ce qu'on a des entrepreneurs en Haïti? On a des courtiers. On a des gens qui achètent et revendent. T'as comment dans ça là? Du bas vers le haut, quel que soit le niveau social en Haïti, j'oserais même pas dire qu'on est des manassara, on est des courtiers. On n'a pas aussi peu d'entrepreneurs dans ce pays. On n'a pas des gens qui vraiment veulent produire des richesses. Et c'est pour ça que l'essentiel du PIB haïtien, c'est des gens qui c'est du commerce, c'est la restauration, la marchande qui fait une marmite de du riz et qui va manger cuite sur le bord de la rue. Et donc, il faut vraiment se lancer dans la production parce qu'on a un modèle économique en Haïti qui n'est pas viable, qui n'est pas soutenable.
75% des devises qui nous permettent d'acheter nos aliments, notre pétrole, 75% des devises qui rentrent dans ce pays, ce n'est pas de l'argent qu'on a gagné à travers un travail. 75% des devises qui rentrent en Haïti, pour 3/4, pour les 2/3, c'est l'argent des remittances, c'est l'argent que nous envoie la diaspora parce qu'on est pauvre. C'est les transferts d'argent. 1/3 de ces 3 milliards de dollars qui rentrent dans le pays chaque année, c'est l'étranger qui nous le donne parce qu'on fait face à des catastrophes, parce qu'on est pauvre, parce qu'on est dans la misère. Donc, sur les 4 milliards de dollars de devises qui rentrent en Haïti chaque année, 3 milliards, c'est un cadeau qu'on nous fait parce qu'on est pauvre. C'est un modèle qui n'est pas soutenable. On a 2 solutions. Soit on organise l'émigration massive vers les États-Unis et le Canada pour garantir que demain, les transferts vont continuer. Soit on décide comme nation qu'il est temps qu'on produise quelque chose. Pas forcément pour l'export d'ailleurs. On peut aussi exporter. Mais aujourd'hui, l'agriculture haïtienne n'exporte que pour 60 millions de dollars. Un petit peu de vétiver, et c'est le vétiver le principal exportation, du cacao, un peu de cuir. Le café d'ailleurs n'arrive quasiment maintenant que très loin. On n'a plus de café. Le café a disparu parce qu'on n'a pas su répondre à la maladie qui affectait les caféiers. On n'a pas su résoudre les problèmes de l'agriculture haïtienne technique. Mais notre agriculture change aussi. Aujourd'hui, notre agriculture, on produit l'essentiel de l'agriculture haïtienne. Comme je vous ai dit, on n'exporte que 60 millions. Donc l'agriculture haïtienne, ce n'est pas les cultures d'export. C'est des céréales, du pitimi, du riz, du maïs. C'est des légumineuses, c'est ce qu'on appelle les pois en Haïti. Pois Congo, pois noirs, et pois souches, et puis de la pistache. Donc, l'agriculture haïtienne, c'est surtout les vivres. Manioc, yam, patates, et bananes. Donc, tout ça, c'est l'agriculture haïtienne. Et tout ça, c'est ce qui font vivre ces familles. Et cette agriculture produit plus en termes de revenus que ce qu'on importe encore. Maintenant, cette agriculture est sur le déclin. Et donc, il faut la renforcer. Si on veut développer de nouveaux marchés pour qu'on puisse rendre notre agriculture plus compétitive, plus productive, il faut que notre agriculture commence à servir le secteur agro-industriel. D'ailleurs, la plupart des pays qui se sont développés ont développé des agro-industries fortes, des secteurs agro-industriels forts. Donc, il faut en gros créer l'accès au marché pour nos agriculteurs. Et l'accès au marché qui va leur permettre de payer pour le gain de productivité et des gens comme moi qui sont spécialistes justement de la production, à ce moment-là, de servir les agriculteurs en leur amenant des meilleures variétés qui peuvent multiplier les rendements par 4. Alors, c'est ça qui est terrible en Haïti, c'est que nos niveaux de productivité sont tellement faibles que de multiplier par 2 la production nationale, voire la multiplier par 3, techniquement, c'est jouette. Alors, professeur Gaël Presson, quels sont les secteurs dans lesquels on pourrait investir aujourd'hui pour garantir justement cette relance, cette agriculture efficiente qui puisse bénéficier au pays? Ça va être une agriculture agro-industrielle. Et il y a déjà des gens qui commencent à travailler là-dessus. Il y a des gens qui travaillent dans l'export. On peut penser à des compagnies comme Selecto qui investissent dans le cacao et tout ça. On peut parler de compagnies comme Étoile du Nord SA qui investit massivement dans la filière pitimi, qui a reçu des coups parce qu'il y avait cette maladie des pichons qui a gravement affecté les pitimis, mais pour lequel on a des solutions techniques. On a développé une variété en Haïti qui résout ce problème. Mais c'est quelqu'un qui est en train d'investir pour être justement le trader de produits haïtiens, de pitimi haïtiens, pour les revendre à des compagnies comme la Brana, comme d'autres compagnies agroalimentaires et tout ça. Et donc, ils créent cette opportunité parce que c'est souvent un des problèmes pour nos compagnies agro-industrielles. C'est tellement facile de prendre son téléphone, d'appeler un trader aux États-Unis et lui dire « tu me vends 2000 tonnes de maïs ou j'ai besoin de 500 tonnes de maïs. » Mais c'est livré dans un mois sur le WAF, maïs de qualité, propre et tout ça. Leur besoin de maïs en Haïti, ça pour faire. Tu vas avoir 200, 300, 1000 Manansara qui viennent chacun te vendre 3 sacs, 4 sacs sur le devant de ton usine. C'est pas possible. Ce n'est pas possible. Donc, il faut organiser la filière. Donc, j'ai mentionné Étoile du Nord SA. Il y a des compagnies comme Accesso qui le font sur la pistache et aussi sur le pitimi. Donc, il faut moderniser notre agriculture avec des investissements, mais aussi, en gros,
mettre un petit peu d'huile. Et pour ce faire, il faut encourager les gens à investir. C'est-à-dire que l'agriculture, c'est la production nationale, on doit arrêter les slogans. Il faut des mesures. Ça ne sert à rien de dire on entend nos politiques dire je suis pour la production nationale. Oui, on est tous pour la production nationale. Mais ça prend des mesures. Il faut protéger nos agriculteurs. Il faut encourager les investissements. On est un des pays du monde qui a le plus faible niveau de taxation des produits agricoles importés. D'ailleurs, c'est une des raisons qui fait que la CARICOM ne veut pas vraiment de nous. Parce qu'on ne respecte pas les tarifs de la CARICOM pour les produits agricoles importés. Donc, ils ont peur que nous, on serve de cheval de Troie pour l'importation en veux-tu, en voilà de produits. Par exemple, la Jamaïque, parce que c'est du dumping, taxe les morceaux poules à 140%. Le niveau de taxation de la CARICOM est plus proche de 40%. Nous, notre moyenne pour les produits agricoles était, il y a peu, en dessous de 8%. C'est-à-dire qu'on ne taxe pas les produits agricoles importés. Au contraire, quand quelqu'un veut qu'on ouvre une usine de cornflakes ou un moulin en Haïti, qu'est-ce qu'on fait à cette industrie? On lui donne une franchise pour importer. C'est-à-dire on ne lui donne aucun encouragement pour utiliser la production nationale. On ne lui dit pas « Ok, je te donne la franchise pour que tu puisses y commencer, mais dans un an, j'aimerais que tu utilises 10% de produits locaux. Sinon, je te retire ta franchise. Dans 2 ans, j'aimerais que ce soit 20%. Sinon, je te retire ta franchise. » Donc, nos gouvernements, en fait, n'ont aucune politique agricole. Et moi, parfois, je pense que c'est parce que ça fait longtemps que les cacos et les piquets ne sont pas descendus pour fermer le port de Port-au-Prince, pour dire, tant que vous n'avez pas une politique en notre faveur, eh bien, nous allons fermer l'économie de ce pays, parce que cette économie d'importation et cette économie de pays rentiers, alors qu'on est dans la misère, on est le plus pauvre de tous les pays rentiers, cette économie nulle, il faut arrêter. À un moment, il faut arrêter. Or, nos gouvernements, les seuls gens dont ils ont peur, c'est les gens de Cité Soleil, de Solino, de Graine-Ravine. Ils n'ont pas peur des gens des Cailles, des gens d'Artibonite, des gens de Saint-Michel, de la Talaye. Ils n'ont pas peur, parce qu'ils n'ont pas jamais descendre sous Port-au-Prince. Donc, de qui on a peur? Des bidonvilles de Port-au-Prince qui demandent « je veux de la nourriture bon marché ». Donc, résultat, on autorise le dumping sur les morceaux de poulet, on ne taxe pas ce dumping, on autorise, au contraire, on baisse les prix sur les taxes sur le riz pour que le prix de la marmite de riz descende à Port-au-Prince. Il faut bien comprendre que l'intérêt de la personne de Cité Soleil n'est pas celui de l'habitant de l'Artibonite. Lui, il veut des bons prix pour son riz, pour en vivre, et pour en vivre bien. Alors justement, on a une politique pour faire baisser le prix de la marmite de riz, pour faire baisser le prix du gallon d'huile, et on a une politique qui va donc favoriser la misère dans nos campagnes pour qu'on vienne avoir de plus en plus de gens dans les villes. Eh bien, il faudrait peut-être commencer à organiser l'immigration massive vers les États-Unis. C'est notre seule solution. Donc soit on relance la production nationale, soit on organise l'immigration massive vers les États-Unis et le Canada. Dans ce cas, il faudrait peut-être des ONG qui organisent des séances de formation sur comment franchir la frontière mexicaine avec un GPS pour passer par le désert. Pourquoi pas? Ça pourrait être un plan économique. Moi, je ne suis pas pour. Moi, je préfère que nos députés, nos sénateurs, au lieu de ne pas voter de loi, au lieu de financer seulement les fêtes champêtres, j'aimerais qu'on écrive des lois qui vont permettre de mettre de l'huile dans les rouages pour la relance de la production agricole. Et on sait où il faut, quelles sont les filières sur lesquelles. Par exemple, après, il faut gérer les risques de l'inflation et tout ça. On ne peut pas faire ça n'importe comment. Mais on peut encourager l'investissement dans le secteur agroalimentaire pour créer de nouveaux débouchés pour nos campagnes. On peut doubler la production nationale. Il y a des pays comme l'Éthiopie ou le Rwanda, par exemple, en l'espace de 15 ans. Ces pays ont doublé leur production nationale agricole. En 15 ans. Donc c'est jouable en Haïti? C'est faisable, c'est jouable. On a même plus de terres par actif agricole qu'au Rwanda. Et ils ont réussi, alors que nous, on stagne. On est un des rares pays dans le monde qui stagne à 1 tonne de production céréalière. Le Rwanda était, il y a 15 ans, au même niveau que nous. Ils sont aujourd'hui à 2,5 tonnes. L'Éthiopie, même chose. Donc oui, c'est jouable. Mais il faut une vraie politique agricole. Ce n'est pas juste des slogans. C'est-à-dire qu'il faut prendre des mesures pour encourager l'investissement, des mesures pour protéger nos agriculteurs et notre marché. C'est-à-dire que si aux producteurs de snacks en Haïti,
On lui dit, écoute, je vais protéger ton marché en augmentant les taxes, en fermant la frontière dominicaine. On le fait déjà. Mais on ne leur demande aucune contrepartie. En contrepartie, je te demande d'utiliser du maïs local, du pitimi local. Je te demande d'utiliser du pois Congo local. Maintenant, certaines de ces cultures, comme le pois Congo, j'en parlais aujourd'hui à quelqu'un, c'est des cultures qu'on pourrait aussi exporter pour les Caribéens et les gens du sud-est, du sud asiatique qui habitent aux États-Unis, qui aiment consommer ce genre de produits. Eh bien, c'est un des produits qui a la plus forte croissance en Haïti en ce moment, le pois Congo. Alors, est-ce qu'on a la production suffisante justement pour faire ce travail? Parce que à chaque fois, les gens disent, écoute, c'est pas ma faute, je dois faire appel à des fournisseurs externes parce que en Haïti, il n'y a pas assez de production. Oui, mais il n'existe aussi pas la logistique, c'est-à-dire qu'on doit en même temps, il ne s'agit pas juste de doubler la production, parce que si on, par exemple, c'est ce qu'on fait depuis 30 ans, toutes les politiques agricoles visent à donner aux agriculteurs des intrants, on fait cadeau des intrants, on fait ceci, on leur montre de nouvelles techniques, mais encourager un agriculteur à augmenter sa productivité, sa production, sans lui donner l'accès à un marché, c'est suicidaire pour lui, parce qu'on vient d'augmenter ses coûts de production, sans lui donner de garantie de marché. Donc il faut non seulement travailler sur la production agricole pour qu'il y ait suffisamment de pitimi, de pois Congo, de maïs, et éventuellement même des oléagineux. Moi je travaille sur une oléagineuse locale pour produire de l'huile alimentaire. Mais on doit aussi en même temps favoriser l'accès au marché, c'est-à-dire qu'il nous faut des traders efficaces. Il faut des intermédiaires de chaîne de valeur, des gens qui achètent, qui ont des dépôts dans tous les villages, dans toutes les petites villes, pour acheter aux producteurs et amener de façon efficace. Le problème de la Madame Sarah qui va acheter 3 sacs, qui doit payer un brouettier ou un muletier pour l'amener sur la route, qui doit payer quelqu'un pour le charger dans le camion, qui doit payer non seulement pour le transport des 3 sacs, mais pour son transport à elle aussi, parce qu'elle monte avec ses 3 sacs. Et ainsi de suite, elle va le revendre à une autre Madame Sarah. Quand ça arrive à Port-au-Prince, 1, la qualité n'est pas bonne. 2, les volumes sont petits. Et c'est très bien pour approvisionner les marchés. Ça marche pour approvisionner les petits marchés. Mais ça ne marche pas pour alimenter une usine comme Moulin d'Haïti. Ça ne marche pas pour alimenter une usine comme les usines d'Arlequin. Ça ne marche pas pour alimenter l'usine de Cornflakes. Pour ça, il faut des gens dont c'est la spécialité de travailler sur les chaînes de valeur. Donc il faut favoriser l'investissement à travers le crédit sur ces intermédiaires de chaînes de valeur. Mais en même temps, ces intermédiaires de chaînes de valeur ne vont pas investir si on ne leur garantit pas le marché. Or, au début, on ne va pas être plus compétitif que le maïs importé. Parce que c'est beaucoup plus facile d'appeler le trader américain qui déjà peut faire des gros volumes. Donc il faut favoriser le marché local. C'est-à-dire que, par exemple, ce n'est pas normal en Haïti qu'on importe des pois. Les pois haïtiens, les pois locaux, satisfont 80% de la demande de consommation de pois. Pourquoi on importe des pois? On devrait interdire l'importation de pois. Les haricots, on n'a pas le droit d'importer ça. La pistache, l'arachide, l'autre jour, USAID, tu voulais faire nos cadeaux pistache. Non, il faut interdire les importations de pistaches. Parce que ça, c'est des filières sur lesquelles le producteur haïtien peut satisfaire 100% de la demande. Donc, il faut mettre des barrières, 40% de taxes à l'importation des pois. Il ne faut pas de franchise. Sur l'arachide, même bagaille. Sur le pois Congo, même bagaille. Sur les viandes, même bagaille. Les viandes, notamment, bon, sauf le poulet dans un premier temps, mais les viandes devraient être surtaxées parce que la production de bœuf local, de cochon et de cabri local satisfont le besoin, peuvent satisfaire le besoin de viande locale. Donc, ce n'est pas la peine d'importer. Or, en ce moment, on a une politique pour favoriser les importations sur ces produits. Le riz, il faut faire attention parce que si tu augmentes les taxes trop vite sur le riz, si tes soleils va aller en moins, il ne va pas le prendre la riz, le président tombé. Donc, tu ne peux pas augmenter les taxes sur le riz trop vite. Mais il faut envoyer des signaux pour dire aux gens, attention, petit à petit, on va commencer à augmenter les taxes, même sur le riz. Donc il est temps pour vous d'investir dans la production nationale. Il est temps pour des entreprises comme ce qu'a fait CHPA avec Aribex, etc., d'investir dans des moulins du riz dans l'Artibonite, des moulins modernes. Il est temps. Mais il y a des filières sur lesquelles on peut aller plus vite. Les snacks, qui représentent, on importe, mais franchement, on importe des dizaines de millions de dollars de snacks de République dominicaine. Mais arrêtons, produisons les snacks seulement avec des produits locaux.
créons une agro-industrie. Les petites et moyennes entreprises, c'est ce qui font vivre tous les pays du monde. Aujourd'hui, en Haïti, on peut créer un secteur agro-industriel qui pourrait peser $1 milliard. Alors, on parle de la question du crédit, la question de l'assurance, etc. Comment résoudre ces problèmes justement? Et vous dites que c'est important, il faut l'industrie locale, il faut un secteur agroalimentaire très fort. Il faut un secteur agroalimentaire fort, il faut investir dans ce secteur. Donc moi, je pense que par exemple, c'est le rôle aussi de l'État. Il a des mécanismes comme le Fonds de développement industriel. Les fonds de l'État devrait devenir un investisseur dans le secteur agricole haïtien. Pas seulement un prêteur, un investisseur. Il faut aussi que l'État crée les incentives. Les incentives, ce n'est pas forcément les taxes. J'ai mentionné les taxes. Les taxes en font partie. Ils font partie des choses qu'il faut augmenter les taxes sur certains produits pour favoriser la production nationale. Mais en dehors des taxes, on peut faire ce qu'on a fait sur les œufs récemment. C'est-à-dire, on dit que les œufs de chez le voisin ne respectent pas forcément le cahier des charges et que le voisin, s'il veut exporter des œufs, doit payer pour qu'un inspecteur aille vérifier la bonne qualité des œufs. Ça augmente leur coût, ça va réduire les importations. Et bon, on peut le faire sur plein d'autres filières. D'ailleurs, il y a plein de filières qu'on devrait protéger. Franchement, nos pois à nous, on devrait les protéger parce qu'il y a des maladies qui pourraient venir dans notre pays. Regardez sur le pitimi. Je travaille sur le pitimi. J'ai développé une variété qui est résistante au pichon. Mais le pichon, il est bienvenu d'ailleurs. Donc, quelqu'un a amené des semences ou des petites bêtes, des petites mouches, le pichon d'ailleurs qui est venu affecter notre pitimi. Donc, on a toutes les excuses du monde pour dire « je ne veux pas du pitimi d'ailleurs ». On a toutes les excuses du monde pour dire, parce qu'on a assez de production de maïs, qu'on ne veut pas du maïs d'ailleurs. Parce que c'est une production nationale qu'il faut protéger sur le plan sanitaire. On a toutes les excuses du monde pour faire ça sur le pois et le pois Congo. On a toutes les excuses du monde pour faire ça sur banane, manioc, yam. Et aussi certains produits dérivés. Et à ce moment-là, pour les snacks, on a aussi plein de raisons pour la santé nutritionnelle des Haïtiens. On ne veut pas des snacks qui ne sont pas bons pour la santé venus d'ailleurs. Donc on peut utiliser les produits locaux justement pour aider à... L'objectif, c'est de favoriser l'investissement dans l'industrie locale. C'est-à-dire qu'il faut rendre cette industrie compétitive. En ce moment, notre agriculture n'est pas compétitive. Donc en fait, nos parlementaires, par une action et des lois écrites intelligemment, peuvent favoriser relativement simplement la compétitivité de nos entreprises en les protégeant et en donnant des incentives à travers un fonds de développement industriel, à travers, mais voilà, je vous protège, je protège votre marché un petit peu et tout ça. On peut favoriser notre production nationale et on peut donner confiance aux investisseurs pour investir localement. Pour qu'un investisseur, au lieu de dire quand il a envie de créer une nouvelle marque de rhum, je vais aller voir chez le voisin pour voir qui pourrait me vendre du rhum bon marché pour que je le revende à gogo en Haïti, ils se disent mais comment je peux faire pour le produire localement? Par exemple, je viens de parler du rhum, mais quel est le pays du monde qui ne protège pas son secteur des vins, bières et spiritueux? Par exemple, le Nigeria. Tu sais ce qu'ils ont fait? Le Nigeria, il y a quelques années, ils ont fait comme les Européens font. Ils ont dit que le malt est le produit exclusif de la germination du pitimi. Aïe, il n'y a pas qu'à importer du malt d'orge d'Europe. Donc, les producteurs locaux ont été obligés d'investir dans des malteries pour faire du malt de pitimi. Et en ce moment, la bière nigérienne est 100% pitimi. Malt pitimi. Il y a comme en Haïti, Brana appartient à Heineken. Au Nigeria, les brasseries appartiennent aussi à Heineken pour certaines. Eh bien, Heineken en Afrique produit de la bière 100% pitimi. Une loi. Maintenant, cette loi n'existe même plus parce que le Nigeria ne voulait pas que les autres pays lèvent leurs barrières douanières. C'est qu'ils ont empêché les importations. Mais maintenant, ils ont réautorisé les importations pour pouvoir exporter. Aujourd'hui, le Nigeria exporte son malt de pitimi dans toute l'Afrique. Donc là, vous parlez qu'on pourrait investir presque $1 milliard dans le secteur agroalimentaire. Est-ce qu'on doit investir $1 milliard d'un seul coup? Pas forcément. Mais on doit investir dans le secteur agricole et ce secteur agricole peut doubler sa production avec une politique intelligente, notre secteur agricole. Et même sans exporter,
Là, on parle sans exportation, oui. Le marché local permet d'absorber au moins 500 millions de hausse de production. On n'exporte que 60 millions. Donc, si on double notre production locale, on produit $1 milliard de plus. Si on double nos exportations agricoles, on n'exporte que 60 millions de dollars de plus. Le marché local, qui en ce moment qu'on a laissé aux étrangers, aux importateurs, aux courtiers, ce marché, c'est à nous de le reprendre et d'établir les politiques pour favoriser nos producteurs à nous, pour desservir ce marché. Je veux dire, tant qu'à faire de s'empoisonner avec des cigarettes, autrefois on produisait notre propre tabac. Aujourd'hui, on importe du tabac de Virginie. Même pour produire nos cigarettes à nous. Pour produire notre rhum à nous, on importe du rhum ou de la mélasse de République dominicaine. Franchement, c'est scandaleux. C'est scandaleux. Tant qu'à faire de s'empoisonner avec des snacks, des cigarettes et de l'alcool, au moins que ce soit de l'alcool local, que ce soit des poisons locaux. Donc, ça c'est un. Et puis même pour bien se nourrir, on pourrait dire aux gens des snacks d'incorporer un peu de protéines dans leurs snacks, dans leurs bonbons sel et dans leurs chico et tout ça. Dans ce cas, on pourrait mettre du pois Congo dans ces snacks. On aurait des snacks nutritifs parce que de plus en plus, les pères et les mères de famille, quand ils ont que 10 gouttes en poche et ils ne savent pas quoi donner aux enfants, mais ils achètent des bonbons. Donc il faudrait des bonbons plus nutritifs. Et techniquement, c'est possible. Mais bien sûr que c'est possible. Là, en ce moment, on a travaillé, notamment, on peut faire des cuissons à sec, par exemple, de pitini et de pois Congo ensemble dans un extrudeur pour produire des farines pré-cuites, prêtes à l'emploi, pour faire des barres de céréales, pour faire des snacks qui soient riches en protéines. Et puis des protéines locales, pois Congo. Et on ne peut pas même connaître pois Congo à manger, on ne peut pas même connaître pitini à manger. Donc, c'est aussi le rôle des universités. Moi, ce que j'essaye de faire ici à l'université Quisqueya, c'est de mettre des chercheurs au service des technologies pour le secteur privé. C'est-à-dire que je mets l'université au service du point de vue technologique du secteur privé. C'est-à-dire notre objectif véritablement, c'est on développe des produits. Par exemple, en ce moment, on a réussi, ça c'est mon travail depuis 8 ans, à remplacer complètement le soja pour l'alimentation des poulets avec du jatropha mangeable. C'est-à-dire du gros médecin mangeable. Attends, moi, je cuite manger la carne, moi, cuite li avec l'huile médecin. Mais pas n'importe quel médecin, c'est ça, c'est variété. C'est petite moins. C'est moi qui fais variété ça. Et c'est une variété médecin mangeable. Et même, je fais l'huile la carne, au lieu de m'acheter l'huile qui sortit joue en Malaisie, on est le deuxième plus gros importateur d'huile de palme du monde, d'Amérique après les États-Unis. Pas du monde, d'Amérique. Donc, on pourrait produire de l'huile localement. On a la solution technique à Quisqueya, ça fait 8 ans que je la développe. On a des jatropha, des médecins mangeables. Ça veut dire, le griller grain de médecin, ça, à ton mamba au café avec. D'ailleurs, nous faisons mamba manger mamba médecin. Ils sont médecins mangeables, ce pas les médecins DOA, les médecins pas maintenant. Nous avons pitini jodia qui est résistant aux pichons. Ça, c'est la technologie que j'ai développée pour résoudre le problème qu'en ce moment, la Brana, Étoile du Nord et ça ont sur le terrain. Parce que toute pitimi finale, parce qu'ils ont maladie pichon. Eh bien, on y a cherché comme produit semence pour me bailler tout paysan semence. Mais son technologie que moi développé en Haïti. Nous développer whisky vodka qui fait avec pitimi. Nous développer manger poule avec manger poisson qui fait avec jatropha mangeable, pitimi et feuilles moringa. Pour nous pas besoin importer ingrédients parce que par exemple, on importe 70 millions de morceaux poules. Mais si on commençait à produire ces poules localement, ce que quelques gens commencent à faire, mais on va remplacer l'importation des morceaux poules par l'importation de soja et de maïs pour nourrir les poules. Moi, je veux qu'on produise les poules ici, qu'on produise les protéines et les grains pour nourrir les poules ici. Donc, ça veut dire que c'est 70 millions de dollars qu'on récupère et qui restent qu'à brasser dans le pays. Produire des protéines pour nos élevages, pour nos cochons, pour nos poules et un jour pour nos tilapias. Rien que l'aliment de ces bêtes-là pourrait représenter une filière de plus de 100 millions de dollars. On fait. Mais ça a besoin d'incentifs pour encourager les protéines locales au lieu des protéines importées. Il faut une volonté politique. Il faut plus qu'une volonté politique. Parce qu'il faut se mettre au travail. Il va falloir écrire des lois.
Il va falloir se renseigner pour savoir quelle loi, mesurer les effets positifs de la loi, les effets négatifs, balancer bien, limiter l'inflation, donc parler à la BRH, revoir les lois pour qu'elles soient bénéfiques au pays. Il va falloir négocier, c'est que le gouvernement doit convoquer les producteurs pour leur dire, écoutez, les règles du jeu changent. On veut produire, et si vous ne produisez pas, vous allez péter fialou. Parce que pas dans coutier encore. Maintenant, si vous jouez les règles du jeu avec nous, je vais vous faciliter les choses. C'est de dire aux importateurs, si vous voulez importer, tiens, ça c'est une autre mesure, si vous voulez importer, vous ne pouvez pas être qu'un importateur. C'est-à-dire, je vous retire votre licence d'importation de produits agricoles si vous ne vendez pas au moins la première année 10% de produits locaux. Par exemple, si tous les gros importateurs qui sont en bas à la ville et près du port, tu leur disais qu'il faut qu'ils vendent dans leur vente au moins 10% de produits locaux, c'est-à-dire de produits qui ont été plantés un jour en Haïti, qui ont grandi en Haïti et qui ont été transformés en Haïti, qu'il faut qu'ils vendent au moins 10% de produits locaux pour garder leur licence d'importation. Vous pensez qu'ils n'ont pas investi? Parce qu'ils brassent $1 milliard, ces gens-là, en produits d'importation de produits agricoles. Donc déjà, si tu leur dis il faut 10% la première année, ou même 5%, tu viens de créer un nouveau marché de 50 à 100 millions de dollars pour les produits locaux. 3 ans après, tu leur dis il faut être à 20%. Ah, tu viens de créer un marché de 200 millions de dollars supplémentaires pour les produits locaux en substitution des importations. Donc, tu vas faire de ces gens-là, tu ne vas pas seulement leur tordre le bras, on va leur tordre le bras. Il faut leur tordre le bras, mais il faut le faire gentiment. Parce qu'on va leur faire de l'argent avec nous en vendant les produits locaux, parce qu'on va les protéger comme ça. Et donc, en fait, il faut le transformer en win-win situation. Mais il faut arrêter de promouvoir les importateurs. Ça suffit. Ça suffit. Sinon, moi, je ne vais pas tête mon lame kako, je vais descendre sous poids, je vais descendre sous bois-fla, moi-même, avec mon lame paysan, je vais faire mes poids. Non, parce qu'il est temps de réagir. Il est temps que nous, citoyens d'Haïti, nous réagissions. Ce n'est pas normal que tout le monde veuille être des commerçants. Ce n'est pas tout normal qu'on aspire à être seulement des courtiers. Il faut acheter pour l'instant des importations, parce que sinon on va mourir de faim. On ne produit pas assez de riz. Mais en attendant, il faut commencer à préparer la production nationale. Donc l'importateur a une obligation nationale, sociale dans ce pays, c'est d'investir dans la production nationale. Une partie de ses profits, c'est sur le commerce. Mais ça doit être à son avantage. Je veux qu'il fasse de l'argent avec la production nationale, comme il le fait avec les produits importés. Ça va lui demander plus d'efforts. Mais potentiellement, il peut faire plus d'argent parce que s'il investit dans la production, c'est du capital, c'est des richesses qui vont être créées. Et à partir du moment... L'agriculture a ça d'extraordinaire, c'est qu'on transforme le travail des mains en argent. Et donc, quand on crée une filière de 200 millions de dollars dans l'agriculture, c'est 200 millions de dollars qu'a brassé dans le pays. Lorsqu'on fait des industries d'assemblage qui exportent 200 millions, il faut qu'ils importent 150 millions de dollars de matières premières pour exporter les 200 millions. Donc, on ne crée que 50 millions de dollars qu'a brassé dans le pays. L'agriculture a ça de fabuleux que tout l'argent de la filière a brassé dans le pays. C'est de la richesse supplémentaire. Et c'est là où l'agriculture, laisse-moi te dire, la Corée du Sud a commencé à se développer à travers son secteur agricole. Taïwan a commencé à se développer à travers son industrie. C'est l'agriculture qui a créé les capitaux pour l'industrie. Bien sûr que si on investit dans l'agriculture, on espère qu'on ne va pas rester au secteur comme pays agricole, essentiellement agricole. On va se servir de cet argent pour investir dans l'industrie. Et la première industrie dans laquelle on va investir, c'est l'industrie agroalimentaire. Alors, merci beaucoup Gaël Pressoir. Je rappelle que vous êtes le doyen de la faculté des sciences de l'agriculture de l'université Quisqueya. On espère que vraiment les décideurs seront à l'écoute et que les décisions seront prises pour renforcer le secteur agricole en Haïti et permettre la création d'emplois et la création de richesses. Merci Rothschild, et l'université Quisqueya est au service de tous ces futurs producteurs pour développer les technologies qu'il faut pour développer le secteur agricole et agro-industriel. Merci beaucoup.
C'est donc la fin de l'émission Enjeu. Merci de l'avoir suivi. On a eu des invités aujourd'hui, le professeur Ronnie Desroches et le professeur Gaël Pressoir. La rediffusion est à 9h sur RFM 104.9, rfmhaiti.com. Au revoir. Tous les dimanches, 1h, 2h, Rothschild François Junior analyse, commente et vous aide à mieux comprendre les enjeux sociaux, politiques, économiques. Enjeu sur RFM 104.9 et sur rfmhaiti.com. Un rendez-vous hebdomadaire pour traiter des grands thèmes de l'actualité quotidienne. 1h, 2h, tous les dimanches. Enjeu avec Rothschild. C'est votre meilleur rendez-vous.